Alors, le sujet de ce soir, c'est l'auto-guérison. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'auto-guérison? Alors, souvent, ce que je dis en conférence, je vais faire la même chose ici. Avant de parler de l'auto-guérison, on va parler de l'autodestruction. Cette faculté que nous avons en nous de nous autodétruire. Ok. Parce qu'en fait, quand on est atteint d'une maladie auto-immunitaire, que ce soit la sclérose en plaques, comme dans mon cas, que ce soit un cancer, que ce soit la maladie de Crohn, que ce soit un lupus, quel que soit ce type de maladie auto-immunitaire, Ouais, fibromyalgie. Voilà, c'est auto. Donc, ça veut dire que ça commence par nous-mêmes. Ce n'est pas un virus extérieur qui est venu détraquer. C'est clairement nous-mêmes. Alors, comment ce processus se passe? Alors, souvent, je donne un exemple basique. Vous vous disputez, mesdames, avec monsieur, ou monsieur, messieurs, s'il y a quelques messieurs ici, vous disputez avec madame. Et puis, pendant la dispute, ne se passe pas très bien. Et puis, chacun repart de son côté super énervé. Et en partant chacun de son côté super énervé, l'un prend la voiture, l'autre fait la vaisselle, et puis pendant qu'on fait la vaisselle, pendant qu'on est en train de rouler en voiture, c'est j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû faire ça, et il m'énerve parce que ceci, et il y a cela qui ne va pas, et j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire comme ça, et on s'empoisonne progressivement. C'est un exemple basique qu'on vit tous les jours au quotidien, donc c'est pour ça que je donne cet exemple-là, parce que bien sûr, des personnes qui ont vécu des incestes, des personnes qui ont vécu des drames familiaux étant très jeunes, étant enfants, des enfants qui n'ont pas été désirés et qui ont donc subi pendant toute la grossesse et après en tant que nouveau-né. On peut remonter très très loin dans les mémoires, on peut faire des régressions qui vont très très loin et qui parfois même vont au-delà de cette vie-ci, qui vont avant la naissance, on va rechercher beaucoup plus loin. Tout ça reste dans la mémoire génétique. Donc, il y a encore moins de 10 ans, on savait, les scientifiques disaient, oui, la génétique, c'est ce que nous héritons de nos ancêtres, et c'est quelque chose qui est immuable et qui ne peut pas bouger. Nous en héritons obligatoirement. Or, ici, avec les nouvelles découvertes des neurosciences, depuis à peu près 7-8 ans maintenant, on sait qu'en réalité, on peut modifier nous-mêmes notre ADN, nos gènes. C'est-à-dire que si on prend conscience qu'on a un héritage familial, un patrimoine familial qui est négatif pour une raison X ou Y, on peut s'auto-conditionner à supprimer de notre propre ADN et de nos propres gènes ce qui a empoisonné tout le reste de notre famille. Ouais. Ça, c'est vraiment l'autoconditionnement. Et cet autoconditionnement, qu'on appelle souvent effet placebo en médecine conventionnelle, hein, quand on fait des tests en double aveugle, voilà, il y a une partie des gens qui vont avoir droit au placebo, puis l'autre au réel médicament, puis on constate que dans le groupe placebo, il y a des gens qui quand même vont guérir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont tellement persuadés qu'ils ont le bon médicament qu'en fait, ils s'auto-guérissent. Donc, c'est vraiment de l'auto-guérison. C'est l'effet placebo. Mais qui n'est malheureusement pas encore assez pris en compte dans la médecine conventionnelle. On se dit, ah, c'est l'effet placebo, et puis ben voilà, le groupe placebo, on a autant de ça, c'est bien. Mais on ne s'interroge pas de savoir pourquoi c'est arrivé réellement. Quel est le mécanisme en amont qui a amené à cette auto-guérison? Alors, quand on travaille sur les techniques du docteur Joe Dispenza, entre autres, on se rend compte très vite que rien de tel que le conditionnement, qu'il soit par la méditation, qu'il soit par l'hypnose, qu'il soit par l'auto-hypnose aussi, nous permet en fait, en nous reformulant, donc il y a un peu de PNL, bien sûr, langage neuro-linguistique, mais on va beaucoup plus loin, on entre beaucoup plus en profondeur que le langage neurolinguistique classique qu'on utilise en coaching. Et là, on va en fait se reconstruire, on va reconstruire une nouvelle image de soi, on va vraiment prendre conscience de ce qui nous a rendu malade. Donc, il y a tout ce travail. Moi, je l'ai fait toute seule parce que j'ai trouvé personne à l'époque. Voilà. En fait, j'avais vu quelques vidéos sur Internet, un peu comme ici, là, maintenant. J'avais vu une vidéo de je ne sais plus qui était en webinaire, et je me suis dit, c'est pas con, ça, je vais essayer. Puis quand même, j'ai un ami qui est kinésithérapeute et qui fait le travail vraiment en profondeur au niveau holistique.
Mhm. que j'avais connu quand j'étais en secondaire. Et il m'a dit, quand tu rentres en Belgique, viens, on va manger un bout, je vais t'expliquer quelque chose. Et je vais vous donner cette image et je vais vous raconter cette petite histoire. Je la transmets à mon tour parce que c'est ce qui a été un élément vraiment déclencheur chez moi. C'est-à-dire qu'il me raconte que voilà, tu t'imagines que tu es à l'époque des hommes de Cro-Magnon et tu es un homme, d'abord un enfant, et donc tu es élevé par les femmes, mais quand tu arrives à l'âge adolescent, tu es repris en charge par les hommes et tu vas aller chasser. Mais pour aller chasser, tu dois passer une rivière et tu as terriblement peur de l'eau. Parce que, enfant, tu as failli te noyer, on t'a récupéré. Et cette connaissance, cette information est restée en toi, la peur de l'eau. Et à chaque fois que tu pars avec le groupe d'hommes pour aller chasser et que tu passes cette rivière, tu te fais violence. Tu gardes en toi cette peur parce que tu es un homme, tu ne peux pas avoir peur, tu vas aller chasser. Donc tu n'as pas le droit d'avoir peur, donc tu te fais violence, tu gardes pour toi cette peur, tu la rentres à l'intérieur encore et encore, chaque jour où tu pars pour aller chasser. Jusqu'au jour où tu vas voir te lever et tu ne seras plus capable de te lever. Quelque chose va te bloquer complètement. Parce que tu as eu tellement peur et tu as tellement enfui cette peur au lieu de la libérer, elle a fini par empoisonner tes cellules progressivement et elle va aller créer un blocage quelque part là où c'est le plus utile pour avoir le droit officiel de ne pas aller chasser. Si tu n'as plus de jambes et que tu ne sais plus te lever, tu as le droit de ne pas aller chasser. Si en tant que femme, on a fait un mariage, par exemple, de convention et que ça plaisait à tout le monde et qu'au début, on était très contente d'être mariée avec ce mari et on a eu des enfants et qu'après un certain temps, en fait, on se rend compte que dans le couple, le couple sacré, le féminin, le masculin sacré, le couple sacré, qui n'a rien à voir avec le mariage, on en parlera peut-être un jour dans une autre conférence, Oui. la femme se fait violence à elle-même parce qu'en fait, à part le fait d'avoir eu des enfants, ce qui est magnifique, dans l'acte en lui-même, elle n'a jamais eu réellement une joie. Elle n'a jamais ressenti cette extase. Donc, elle le fait par devoir conjugal. Et donc, au fur et à mesure des années, elle va commencer à développer un cancer du sein, un cancer de l'utérus, d'autres formes de cancer qui sont reliées à la féminité, au féminin sacré. C'est un autre exemple. Donc, cette faculté, et nous sommes très bons, parce que nous sommes élevés, éduqués, dans une société, enfin, dans des sociétés, surtout les sociétés occidentales, on est élevés, on est éduqués à se saboter nous-mêmes. Tout à fait. Quand on est Ah, chez nous petit, aussi. voilà, On est quand maître, on est maître. on veut briller, on nous dit oui, ouais, on va faire ça, et on dit attention, non, tu ne peux pas, c'est pas bien, tu dois laisser de la place aux autres petits-enfants, c'est pas bien de faire comme ça, et ça rentre comme une vérité profonde en nous. Et donc, le jour où on est adulte, on a tendance à se saboter nous-mêmes. Ah, moi, j'ai terriblement envie de devenir un peintre génial et je fais des trucs super, j'adore la peinture à l'huile. Oui, mais ça ne donne pas à manger. On m'a toujours dit qu'un travail sécuritaire où je reçois un salaire chaque mois, c'est très bien. Donc, je me contente de peindre de temps en temps. Puis après, bah, je me marie, j'ai des enfants, j'ai plus le temps de peindre. Mon mari attend autre chose de moi et donc ma qualité première, elle s'est émiettée. Et on se dit, c'est pas grave, j'ai d'autres choses de compensation. Mais notre sous-personnalité psychoactive d'enfant artiste, elle est en train de tirer la sonnette d'alarme. Tout à fait. Et moi, j'étouffe. Où est-ce que je suis? Je ne me retrouve pas. Et donc, c'est comme ça que progressivement, on s'auto-sabote. Mm. Et quand on fait une recherche avec des personnes qui ont des maladies importantes, toujours on retrouve un auto-sabotage à la base. Un auto-sabotage qui n'est pas conscient. Hein. Bien sûr. Bien souvent, les personnes ne sont pas conscientes de cela. Ça arrive très souvent que quand je demande donne-moi tes 5 qualités premières, on me regarde avec des grands yeux. Mais quoi? Donne-moi 5 qualités qui font de toi ce que tu es. Et on dit, ah, on disait de moi que non, non, non.
Je veux pas que tu me dises ce qu'on disait de toi. Je veux savoir, toi, tes qualités premières. Est-ce que tu es du genre casse-cou, super acrobate en train de monter aux arbres? Alors, Est-ce que tu… je vais t'arrêter juste une minute, Malika. D'accord, oui. Je vais demander bonsoir tout le monde, celles qui viennent de se Hello, joindre à nous. bonsoir. Alors, je vais demander à toutes les personnes qui sont présentes avec nous ce soir de mettre une qualité. Pas besoin de 5, mais une qualité. Une qualité dans le chat. Vous mettez chacune, s'il vous plaît, une qualité de vous, de votre personne. Donc, on ne va pas continuer jusqu'à ce qu'on ait une qualité pour chacune d'entre vous. C'est difficile de venir à la réponse. Ben, on va attendre, hein. On va pas continuer. On va attendre. Ah, Persévérance, ça commence. Voilà, super. Persévérante. On a la persévérante. Oui. Knowles. Quoi Mais d'autre? encore Nour. On attend, hein. Patiente. Ça, vous êtes bonsoir. On attend, hein. On attend. Alors, allez, voilà, généreuse, observatrice par excellence. Ok, généreuse, super. Et on y va. Persévérance encore. Bah dis donc, hein, on a une équipe on a de la persévérance ce soir, hein. Empathie, ok. Wessim, bonsoir. Généreuse. Généreuse, trop patiente. Alors, dans trop, il y a du négatif. Hein. On ne veut pas de négatif. Alors, moi, on demande que du positif. Allez, empathie, Farihan, bonsoir. Super. Ok, bien. Alors là, on a rêvé un peu endormi. Enfin, pas endormi, mais je veux dire, voilà, c'est super. Merci pour vos réponses. Merci pour vos réponses. Super intelligente, voilà. Génial, super patiente, voilà. Maintenant, on va plus les arrêter maintenant. Très bien, allez-y, continuez. Là, on peut continuer, super. Donc en fait, mais tout ça donc pour dire qu'on est très bon pour s'auto-saboter. Par contre, si on est capable de s'auto-saboter et donc de s'auto-détruire, on est tout à fait capable de faire l'inverse, c'est-à-dire de s'auto-guérir. Tout à fait. Le tout, c'est de trouver les mécanismes, de trouver les bons déclencheurs, les mécanismes pour pouvoir inverser la machine. Et évidemment, ça demande du travail d'introspection. Et ce n'est pas toujours évident de le faire seul, effectivement. Ça dépend d'une personne à l'autre. J'ai déjà eu généralement, beaucoup de personnes qui viennent me trouver, très sincèrement, j'ai un très bon contact et les gens sortent les choses. C'est arrivé une ou deux fois, mais je pense que ça, on l'a tous. Hein. Quelqu'un qui nous dit oui, mais moi, je suis ceci, ceci, cela. En fait, c'est ce qu'elle est en société, c'est l'image qu'elle projette en société, mais ce n'est pas ce qu'elle est réellement à l'intérieur d'elle-même. Ouais. Et donc, quand ces personnes sont bloquées dans ces schémas-là, c'est peut-être les seules fois où, effectivement, il faut abandonner ou lui dire de revenir plus tard quand elle sera capable de lâcher prise. Voilà. Donc, l'auto-guérison, principalement, c'est ça. Ça demande plusieurs outils, bien sûr. Ça demande d'abord de la réflexion, de la régression aussi, parce que parfois, il faut aller chercher loin. Parce qu'on a tendance au début à se dire « Ah oui, j'ai perdu mon fils et mon cancer s'est déclenché juste après. » Oui, mais combien de millions de femmes sur la Terre perdent un enfant? Elles ne déclarent pas toutes un cancer après avoir perdu un enfant. Donc, le cancer a été la goutte d'eau, enfin, la perte de l'enfant, pardon, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il y avait d'autres choses en amont, non dites, qui ont préparé un terrain favorable à ce qu'au moment où il y a eu la goutte d'eau supplémentaire, pouf, tout est sorti. Voilà. Donc, il y a vraiment toute cette recherche de soi, réapprendre à se connaître vraiment à travers notre être. Je mets être
entre guillemets, avec en majuscule, avec un grand accent circonflexe, ce que nous sommes, nous vraiment, et pas ce que la société attend de nous, pas ce que la société voudrait nous imposer, parce que la société évolue et on évolue de plus en plus vite. Et, ouais. Et donc pour récapituler, excuse-moi, pour récapituler, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Hein, on répondra, donc Malika répondra avec plaisir, je suppose. Mais non, après, je me casse, c'est bon. Bon, si elle se casse, je serai là, hein, je vous lâcherai pas. Bon, alors moi, je voulais savoir quelque chose, Malika, avant de continuer. Est-ce que l'auto-guérison est un don inné qu'on oublie ou qu'on perd au fur et à mesure qu'on devient des êtres sociaux, entre guillemets, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on développe par la suite? D'accord. Alors, nous sommes tous capables de deux choses. Nous sommes tous capables de guérir d'autres personnes et nous sommes tous capables donc de nous auto-guérir. Jusqu'à un certain point, parce qu'effectivement, pour s'auto-guérir, parfois on a besoin d'un œil extérieur qui va être un élément déclencheur. D'accord? Et quand on a eu cet élément déclencheur par un œil extérieur, à ce moment-là, on peut se mettre en route soi-même. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui est plus écarté de nous, qui ne nous connaît pas à la base. C'est parfois plus facile. Par contre, ce sont deux qualités que nous avons dès l'enfance. Il n'y a pas plus grand guérisseur que les enfants de moins de 5 ans. Parfois, on trouve des enfants en classe qui sont dans les petits, qui sont très perturbés, qui n'arrêtent pas de crier, de pleurer, d'hurler. Et souvent, les institutrices s'énervent en se disant, ou les gardiennes en se disant, mais qu'est-ce que cet enfant a? Pourquoi il pleure tout le temps comme ça? En fait, les enfants ont cette capacité de sortir les émotions que les adultes avec qui ils sont en contact n'ont pas non plus la capacité. Donc, papa et maman se sont disputés extrêmement violemment la veille au soir. Et puis, chacun s'est tu, ils ont arrêté la discussion parce que les enfants étaient pas loin dans la pièce. À tous les coups, un des enfants va se mettre à pleurer, à hurler. Parce qu'en fait, il va sortir les émotions que les parents ne sont pas capables de sortir. Parce que se disputer, c'est une chose, mais se disputer, ce n'est que de la colère. Mais en fait, ce n'est pas la voix de l'âme, ce n'est que la voix de l'ego, la dispute. Oui, tout à fait. Il y a une différence notable entre les deux. C'est-à-dire que, ouais, tu m'emmerdes, j'en ai ras-le-bol, tu me fais chier, tu me laisses pas de place dans notre couple. Jugement, jugement. C'est l'ego. Voilà. Et alors que si on dit, écoute, je t'aime profondément, énormément, mais je ne me retrouve plus aujourd'hui parce que tu es stressé par ton travail et moi je suis stressée par mon travail et on n'arrive plus à se comprendre. J'aimerais qu'on prenne le temps chaque jour, une demi-heure, de pouvoir échanger calmement et de pouvoir essayer de se reconnecter l'un à l'autre. En fait, on a dit la même chose, sauf que la première fois c'est l'ego, l'autre c'est la voix de l'âme. Tout à fait. Alors, nous avons Rafef, excuse-moi, oui. Nous avons Rafef qui dit, pour moi, l'auto-guérison doit être voulue d'abord, puis développée. Alors, effectivement, mais il y a deux choses. On a tous la capacité. C'était la question que Rim m'a posée. Est-ce qu'on a la capacité? J'ai répondu oui. On a tous la capacité. Surtout les enfants. Après, avec la société, avec l'éducation, on a tendance à oublier qu'on a ces capacités-là et puis on rentre dans un moule. Ouais. Maintenant, pour s'auto-guérir soi-même quand on est atteint d'une maladie, bien sûr, il faut vouloir guérir soi-même. On ne peut pas, c'est impossible. Et ça, c'est quand alors, les médecins sont magnifiques et j'ai travaillé avec des médecins exceptionnels et je travaille en collaboration avec des médecins exceptionnels, mais il y a aussi des cons. Pas, je suis désolée de le dire, c'est pas parce qu'on a un diplôme. Un diplôme, c'est l'étude. Après, il y a le fait d'exercer. Et puis, il y a des chirurgiens fabuleux, mais par contre, ils n'écoutent pas leurs patients. Par contre, j'ai la chance de connaître quelques chirurgiens exceptionnels qui eux-mêmes pratiquent la méditation pré-opératoire et post-opératoire.
dans le cas d'implantation d'organes, par exemple. Mhm. Et ils ont un taux de réussite vachement plus important. Donc, il faut réaliser aussi, c'est que l'auto-guérison ne peut se mettre en action que si effectivement on veut guérir. Et pour ça, la première chose, c'est déjà de ne pas croire pour argent comptant tout ce qu'on nous dit quand on reçoit un diagnostic. Oui, ils ont raison dans 80-85% des cas, mais il y a ce que la médecine appelle la littérature médicale. Je la connais bien, vu que je travaille dans le domaine des urgences et que quand je vais travailler aux soins intensifs, les neurologues et les spécialistes avec qui je travaille le répètent souvent. On ne comprend pas comment cette personne a pu se réveiller de son coma parce que selon la littérature médicale, un cas comme celui-là ne sort jamais du coma. Ça, Ouais. c'est dans la théorie. Et puis, il y a la pratique. Et dans la pratique, il y a ce que la médecine appelle miracle, entre guillemets, parenthèse crochet, parce que ils savent pas expliquer pourquoi. D'accord? Ouais. Donc, l'auto-guérison, oui, effectivement, si la personne ne veut pas guérir, moi, le jour où on m'a dit, oui, si vous ne faites pas de traitement chimique, vous allez vous retrouver définitivement en chaise roulante et d'ici quelques années, vous serez comme une plante. Euh, Ce qui m'a sauvé ce jour-là, c'est pas de me dire aïe aïe aïe, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retrouver handicapée à vie. Non, vous allez tout le monde va m'excuser du geste que je vais reproduire, mais dans ma tête, quand le neurologue il m'a dit ça, c'est ça, ouais. Cours toujours avec ton traitement de merde qui m'a rendu malade et avec la chaise roulante. Ça ne s'est pas rentré en moi comme une réalité, comme une vérité. Ouais. Par contre, juste une chose, Mm. si ça avait été rentré en moi comme une vérité, je n'aurais jamais trouvé le courage de me battre, d'aller chercher les solutions et de pouvoir enclencher cette auto-guérison. Tout à fait. Donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que je voulais préciser à Ouais. Fef. Tout Donc, tu à as fait. raison à la base. Alors, il y a Nadia qui dit ça nécessite une énorme bonne volonté. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens, moi j'ai reçu des gens qui, au fait, quand ils sont malades et qu'ils veulent s'en sortir, et des fois je fais des soins énergétiques ou de la sophrologie ou peu importe l'outil que j'utilise, des fois je ressens un blocage quelque part. Alors je leur pose la question, est-ce que vous avez vraiment envie de guérir? Parce que des fois, la personne est amenée par quelqu'un d'autre ou pour faire plaisir à, mais réellement, la volonté dont parle Nadia ici n'existe pas. Et Pour se pourquoi? donner bonne conscience, se donner bonne conscience aussi. Exactement. De Pourquoi la tout essayer, volonté? mais rien ne marche. Oui, ben justement, pourquoi? Parce que tout simplement, se mettre en position de victime, d'être la pauvre malade, eh ben, ça a des avantages aussi. Voilà, oui, Il n'y a pas que absolument. des inconvénients. Alors, je pose la question généralement, je dis, mais quels sont les avantages à être malade? Généralement, cette question choque les gens, mais souvent, ça fait des prises de conscience. Comme a dit Farihan tout à l'heure, elle a dit ça commence toujours Ouais. par une prise de conscience. Des fois, il faut amener la personne malade à prendre conscience de son fonctionnement, de son mécanisme. Et des fois, elle-même, elle s'auto-sabote son Absolument. auto-guérison parce que tout simplement, il y a beaucoup d'avantages à être malade. Parce que des fois, c'est un moyen d'attirer l'affection de son entourage. Parce qu'elle n'a pas appris, étant jeune, un autre moyen d'être aimée. Parce que des fois, la personne peut ne pas avoir reçu de l'amour de ses parents que lorsqu'elle était malade. Et du coup, ça lie, comme tu as dit tout à l'heure, donc c'est la mémoire cellulaire, c'est ce qui reste. Et du coup, son intelligence intérieure, on va dire, l'intelligence de ses cellules va lui dire, à chaque fois que tu tombes malade, tu reçois de l'amour. Et quand Voilà. la personne, elle ressent pas l'amour, eh ben, elle va tomber malade pour attirer. Et c'est ce qui, et l'expérience va, dans un premier temps, va valider son fonctionnement, c'est-à-dire qu'au début, quand la personne est malade, eh ben, il y aura de l'amour, il y aura de l'attention, il y aura de l'intérêt, mais après, cette attention, cet intérêt va diminuer au fur et à mesure du temps, parce que les gens aussi, ils ont d'autres choses à faire. Et du coup, ils se fatiguent aussi éventuellement. Exactement, ou ils comprennent le jeu, ou peu importe la raison. Et là, eh ben, la personne, elle va se retrouver devant son
sa vérité, quoi. Alors, soit elle s'en sort, soit elle fait des efforts. Et ça, là, elle active un peu sa volonté de guérir, soit elle va encore tomber dans la… Voilà, dans ah, je suis la victime, voilà. Et là, elle va entrer dans un jeu de culpabilisation des autres, de son entourage. Alors, Nadia dit, ça donne le droit d'agresser les autres parce qu'on est malade. Oui, des fois, on se cache derrière la maladie, malheureusement, pour dire la dire… vérité aux autres. Exactement, exactement. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Des fois, de ne rien faire aussi. Oui. Je l'ai croisé chez plusieurs patientes qui, en fait, elles étaient la sœur aînée de toute une fratrie et la mère étant décédée, elles ont pris le rôle de la mère. Et donc, elles ont toujours fait toute leur vie, à la limite, elles n'ont pas fait d'études parce qu'elles se sont occupées des frères et des sœurs et se sont toujours occupées de tout le monde. Et dans le mariage, elles se sont mariées avec quelqu'un avec qui elles reproduisent ce schéma jusqu'au jour où les enfants intérieurs, les sous-personnalités des petits qui aiment s'amuser, jouer, chanter, faire des tas de choses autres que de faire le ménage et la cuisine, un jour, on dit maintenant on en a marre et boum, on tombe malade. Et comme ça, on a le droit de ne plus rien faire. Et je ne peux pas les incriminer parce que c'est avec leurs outils, ce qu'elles ont trouvé comme solution, pour pouvoir changer de paradigme. La problématique, c'est qu'après, il faut vraiment changer le paradigme. Parce que si on se soigne et qu'on prend conscience, mais qu'après on retombe dans les mêmes schémas, ça va revenir ou autre chose va revenir et puis ça va devenir une catastrophe jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Donc, voilà. Tout à fait. Alors moi, j'ai une autre question à te poser, Malika. Supposons que l'une des personnes présentes ce soir vient de prendre conscience de tout ça et qu'elle n'a jamais eu l'occasion de voir les choses comme on vient de l'expliquer. Ouais. OK? Et elle va se dire, ouh là là, je suis dedans. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais de faire en premier? Donc, cette personne va dire, mais par où je vais commencer? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que… Là, j'ai compris, voilà, j'ai pris conscience que je suis dans ce schéma-là et que je voudrais bien m'en sortir, mais je ne sais pas comment faire. Quelle est la première étape que tu conseillerais de faire? Alors moi, souvent la toute première étape, avant même de prendre un rendez-vous avec qui que ce soit, c'est de prendre une feuille de papier, de faire 2 colonnes. Dans une colonne, on met le pour de tout ce qu'on adore dans sa vie, dans son travail, dans son couple, tout le positif. Et puis dans la deuxième colonne, on met tout le négatif. Et si on réalise à un moment donné que le négatif a tendance à vachement dépasser le positif, ou que le négatif a un impact plus important que le positif, pas par le nombre de cases négatives, mais par les raisons négatives, ouais. À ce moment-là, il faut se poser la question, comment je peux faire pour me sortir de ça? Parce que tant qu'on se demande pourquoi, on ne fait que revenir en arrière. Exactement. Quand on commence à se demander comment je peux faire, et bien souvent on a une réponse, mais cette réponse elle renvoie encore à ok d'accord, mais comment je peux faire par rapport à cette première réponse? Comment, et puis hop, on a la solution ultime. Quand on n'arrive plus à poser comment, parce qu'on a la solution pour savoir par quoi commencer. Exactement. Ça c'est une technique classique, mais qu'on oublie trop souvent. Et quand on a fait cette réflexion, alors personnellement, soit on a la capacité de trouver soi-même les mécanismes et les fonctionnements pour le faire soi-même, soit on appelle RIM, on m'appelle moi, on appelle n'importe qui d'autre qui travaille dans le domaine. Mais par contre, je vous conseille fortement d'aller prendre un rendez-vous avec quelqu'un que vous avez eu sur référencement. Ça, je voudrais quand même signaler que bon, j'ai le côté chamanique, je travaille avec les tambours. Et puis, à la Marseille, il y a quelqu'un qui, je ne donnerai pas le nom, je ne vais pas faire de délation, mais qui qui n'est pas tunisien de toute façon, mais qui vient de l'étranger et qui travaillait ici sous ce même principe. Et puis, tout un moment, vraiment beaucoup de monde allait chez lui visiblement. Et tout à coup, j'ai commencé à récupérer 2, 3, 4, 5 personnes. Et quand j'ai fait des régressions ou quand on a fait des méditations profondes,
Ces personnes ont fini par me confier que la personne avait tenté d'abuser d'elle. Oh là là. Ouais. Bon. Des attouchements, embrasser, ce genre de choses. Donc, c'est important. C'est pas parce que c'est quelqu'un à la mode qui fait beaucoup de trucs et beaucoup de publicité. Malheureusement, c'est un domaine qui n'est pas encore réellement encadré à 100%. Et donc, la meilleure façon de savoir chez qui on va, c'est d'avoir reçu un bon référencement de quelqu'un qui a été. Voilà. Des témoignages. J'insiste là-dessus parce que j'ai dû. D'ailleurs, la personne n'est plus en Tunisie. Je suis intervenue par le biais de quelques personnes de ma famille parce que ça nous discrédite énormément parce qu'après, c'est très difficile d'avoir une notoriété positive et d'avoir des retours parce que même quand les gens sont super heureux en privé, j'imagine toi aussi, on a des super messages vocaux, machin, des petits textes écrits, des merci, des gratitudes, tout ce qu'on veut, mais ça reste toujours de l'ordre du privé. Et l'élément, parfois, j'ai des gens, on m'appelle, on me dit, ah oui, c'est telle personne qui est venue chez vous qui m'a dit de venir. Ok. Mais ce n'est pas encore un réflexe systématique. Et donc, c'est vrai qu'il faut poser des questions, il faut se renseigner. Et il ne faut pas hésiter à faire parfois plusieurs thérapeutes différents pour pouvoir comparer. Parce que même si un thérapeute est très bon, il n'est peut-être pas bon pour vous. Parce qu'il y a aussi la connexion, le feeling qu'il y a entre le thérapeute et la personne qui vient le trouver. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui doit être testé. C'est comme pour les médecins. C'est pas parce qu'un médecin vous donne un diagnostic que tout de suite, vous devez faire tout ce qu'il vous dit. Si vous trouvez que ça ne résonne pas en vous, allez voir un consulté, demandez un deuxième avis ou un troisième avis. Il n'y a pas trop à hésiter à le faire. Bon, vous allez payer 2 consultations en plus, mais peut-être ça peut vous sauver la vie aussi. Ouais. Suivez votre intuition. Elle ne se trompe pas. Donc, suivez votre intuition. Si vous avez besoin d'être accompagné, suivez votre intuition. Moi, je conseillerais aux personnes qui nous écoutent, si vous voulez faire un travail sur vous, ou si vous voulez sortir d'une situation particulière, des fois, les gens se focalisent sur le résultat. C'est-à-dire, si quelqu'un est très malade, par exemple, qui ne peut pas se lever du lit, par exemple, et qui voudrait courir le marathon. Donc, il y a du chemin entre être au lit, ne pas pouvoir bouger et faire un marathon. D'accord? Donc, les gens, déjà, des fois, ils mettent la barre trop haute et du coup, ils vont abandonner. Ils vont dire non, c'est trop dur et ils abandonnent. Moi, je conseille toujours… Sauf s'ils sont têtus. Je dis ça parce que moi, je sais que quand je suis arrivée en Tunisie, au début, j'avais un rez-de-chaussée. Et puis, on m'a proposé un superbe appartement au 3e étage avec vue sur la mer. Mais il n'y avait pas d'ascenseur. Et tout le monde me disait, oui, mais si tu es vraiment pas bien et tout. De toute façon, déjà au début, la fin des marches, je l'ai montée sur les fesses. Je l'avoue. J'ai monté sur les fesses. Mais à force, je suis restée 9 ans là-bas. Après 9 ans, je descendais de ces escaliers, je ne les montais plus sur les fesses. Ouais. Donc, si on est têtu, c'est différent. Mais si vous ne faites pas partie, effectivement, de l'ordre des personnes qui sont têtues, quand elles ont décidé quelque chose, ça reste comme ça dans la tête. Ouais. Alors, à ce moment-là, je suis à 100% d'accord avec Grim. Dans ce cas-là, regardez étape par étape. Et c'est vrai que moi exactement. Aussi, je dis souvent aux personnes… Voilà, c'est ce que j'allais dire. Suivez les PPPP, les 4 P, le plus petit pas possible que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est joli ça. Oui. Alors, faites le plus petit pas possible avec ce que vous avez aujourd'hui. Faites-le dans tout, que ce soit en auto-guérison, que ce soit pour vos projets, pour n'importe quel changement que vous voulez opérer. Sachez où vous voulez aller. Vous avez la destination. Une fois que vous avez la destination, faites aujourd'hui le plus petit pas possible, quel que soit votre objectif. J'ai vu des gens, pour parler d'un autre exemple, par exemple des dames qui veulent faire du sport. Alors je leur dis, et elle peut passer des mois à choisir une salle et encore plus quelques mois pour choisir la bonne tenue et encore quelques mois pour trouver la personne qui va l'accompagner,
etc. Donc, je leur dis, est-ce que vous avez des chaussures confortables ou des chaussures de sport de votre fils? Mettez-les, sortez tout de suite. Mettez un pantalon, vous avez sûrement un pantalon confortable chez vous. Mettez-le et sortez faire du sport. Donc, ne vous embrouillez pas l'esprit par enfin, je vais dire les bonnes raisons, mais c'est pas les bonnes raisons, mais plutôt des histoires comme ça. Des fois, on s'encombre l'esprit avec des histoires, mais oui, mais. Foncez, faites le plus petit pas possible. Faites ce qui est le plus facile pour vous aujourd'hui pour avancer. Et là, après, c'est magique. Quand vous faites le plus petit pas, bah, demain, faites le plus petit pas aussi qui est possible demain. Ainsi de suite. Petit à petit, ça va faire un grand pas en définitive. Voilà. Donc, alors, je sais parce qu'Afef a répondu certaines choses. Vas-y, toi. Attends, je remonte un peu. Parce que, oui, Afef, tu voulais dire que ce n'est pas tout le monde qui voulait guérir. On est tout à fait d'accord, hein, c'est ce qu'on expliquait. Certaines personnes veulent rester malades ou pseudo-malades, oui. Mais ça, c'est parce que justement, elles n'ont pas réussi à exprimer ce dont elles ont réellement besoin auprès de leurs proches. Et donc, elles vont utiliser la maladie comme un moyen d'obtenir ou de l'amour ou de l'affection, ou le fait d'en faire le moins possible à la maison. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de dire non, je veux pas faire ça, ou non, j'en ai marre de faire ça, je veux plus. Donc voilà. Alors aussi, FF, oui, maman était en réa post-opératoire avec une faible chance de s'en sortir pendant 9 jours. Tu l'as visitée, tu lui as chuchoté, tiens bon maman, il faut y croire à la guérison. Elle bougeait le doigt pour montrer qu'elle était d'accord. C'est magnifique. Oui, hamdoullah. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que je ne veux pas dire la chance, parce que pour la famille et pour le malade, ce n'était pas une chance. J'ai eu un coma de stade 4. Et effectivement, pour l'hôpital, pour les soins intensifs, cette personne ne sortirait pas du coma. Donc, quand j'ai été appelée, j'ai dû effectivement faire tout un travail. C'est un travail spirituel parce que d'abord, j'étais voir dans les liens invisibles si cette personne voulait vraiment bien revenir ici et maintenant ou si j'allais l'accompagner vers la lumière et qu'elle arrêtait sa fin de vie à ce moment-là. Donc, comme elle a décidé de vouloir revenir et de continuer son chemin de vie, même si le handicap risquait d'être lourd, ça a été un challenge entre lui et moi. Je lui ai posé la question. La réponse a été oui, et donc on a fait tout ce travail. Et je me souviens même qu'à un moment donné, à FEF, les neurologues disaient non, il n'est pas sorti du coma. Et moi, je disais si, il est sorti du coma. Il comprend ce qu'on dit, il réagit à ce qu'on fait, mais comme il y a un lourd handicap derrière, il n'était pas capable de parler, d'ouvrir spontanément les yeux, de réagir. Et je sais qu'à un moment donné, j'avais l'habitude, quand je donnais le soin, de parler et de dire, voilà, maintenant, je vais mettre ma main sur ton thorax. Et je le disais avant de le faire. Et en fait, un jour, non, le soin, je parlais avec une ou deux personnes de la famille qui étaient dans la chambre. Et j'ai oublié de dire, maintenant, je mets ma main sur ton épaule. Et au moment où j'ai touché son épaule, il y a une réaction neuromusculaire, il a sursauté. Et donc là, j'étais certaine. Donc j'ai recommencé, j'ai dit, ah, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, je vais remettre ma main sur ton épaule. J'ai remis ma main sur son épaule, il n'a plus sursauté. Ça s'est reproduit une ou deux fois lors de quelques séances, et donc j'étais certaine qu'il était bien avec nous et qu'il entendait tout ce qui se passait dans la chambre, mais que les neurologues qui se basaient sur la littérature médicale, pour eux, non. Jusqu'au moment où je me suis un peu excitée et puis la famille a suivi et donc du coup ils ont fait des examens plus en avant et ils ont réalisé que oui, il était sorti du coma. Donc effectivement, il faut croire à la guérison et surtout dans le cas AFEF que tu développes, il faut toujours parler aux gens même si elles semblent inconscientes, même si elles semblent ne pas réagir parce que bon, moi je suis entraînée à travailler dans l'invisible et à travailler dans les plans subtils. Et donc, je croise des entités quand je décide de me connecter. Je ne fais pas ça tout le temps. Je croise des entités, je croise des gens qui errent, entre guillemets, parce que leur corps n'est plus capable de suivre sur le moment présent à ce moment-là.
Et donc, mais ils entendent, il y a beaucoup de témoignages de MDE hein, qui en témoignent clairement. Ils ont entendu les médecins parler, ils ont vu qu'il y avait une petite vieille au 2e étage qui s'était pété la gueule en bas de son lit à l'hôpital et qu'elle s'est cassé le col du fémur pendant l'intervention, que lui était 2 étages plus bas en train de subir et il était soi-disant anesthésié complètement. Donc voilà. Donc effectivement, les médecins disent on ne sait pas parce qu'ils ne peuvent pas prouver scientifiquement, donc ils disent on ne sait pas. Mais oui, quand on entretient l'amour auprès de quelqu'un qui est dans un coma, qui est inconscient, et qu'on est présent, cette personne reçoit notre amour, elle reçoit notre énergie. Après, c'est son choix de revenir ou pas. Ça, c'est encore un autre sujet de conversation. Voilà. Okay. Je ne sais pas s'il y avait autre chose. Oui, il y a quelqu'un qui a dit j'ai peur parce que je pense que je vois de qui tu parles. Ah. C'est possible. J'ai lu ça quelque part, mais ça a défilé. Ouais. Voilà. Bon, je ne suis pas là pour faire de la délation, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est juste pour que vous ne soyez pas trop naïfs en général, parce que ce n'est pas parce qu'on travaille dans le coaching intuitif ou qu'on est guérisseur, ou on est chaman ou druide ou même marabout, tout ce que vous voulez, que tout le monde a des bonnes intentions. Certains soignent les autres pour se guérir eux-mêmes, mais ils ne sont pas encore guéris et donc parfois il peut y avoir quelques petits malentendus. Et donc, voilà. Comme dans tous les métiers, finalement. Oui, de toute façon, dans tous les métiers. Sauf que quand c'est des métiers reconnus avec des diplômes clairs et nets, avec un contrôle entre guillemets, c'est différent. Tandis qu'ici, c'est difficile d'aller trouver la police et de dire ouais, j'ai un guérisseur, il a voulu abuser de moi. Déjà, le flic, il va vous regarder dans l'air. Donc voilà. Alors, je crois aussi que la première action serait lâcher prise. Oui, bien sûr, mais le lâcher prise ne peut se faire qu'à partir du moment où on a touché le fond, pour certaines personnes en tout cas. Pour les personnes qui tombent gravement malades, c'est justement parce qu'elles n'ont pas lâché prise qu'elles se retrouvent dans un tel état. On va dire ça comme ça. Donc,